Fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC se tient ce jeudi 24 février 2022 à Kinshasa. Prennent part à ces assises les présidents sud-africains, celui de la RCA, du Burundi ainsi que de l'Ouganda. Autres détails dans cet élément signé Gisèle Etoko. C'est ce jeudi 24 février 2022 que se tient à Kinshasa le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. Cet accord qui a été signé le 24 février 2013 par 11 pays de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, sous l'égide de l'ONU à Addis Abeba au lendemain de la prise de la ville de Goma par la rébellion du M23. En effet, parmi les chefs d'État africains attendus à ces sommets, il y a notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa, celui de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra, le président burundais Evariste Ndayishimiye, ainsi que le président ougandais Yoweri Museveni. Prend également part à ce sommet Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, qui est arrivé mardi au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Notez qu'à l'issue de ces sommets, l'Ouganda devra passer la présidence du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à la République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix était ce mercredi au Parlement. Jean-Pierre Lacroix s'est entretenu avec le président des deux chambres du Parlement. Au menu de leur entretien, l'insécurité à l'est du pays. Reportage. Accompagné de son collègue du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, ainsi que de quelques membres de bureau de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de leurs entretiens. Au sortir de l'audience, le secrétaire général adjoint de l'ONU s'est exprimé en ces termes. Je tiens à remercier leurs excellences, l'honorable président de l'Assemblée nationale et l'honorable président du Sénat pour leur accueil chaleureux, et j'associe les membres de l'Assemblée nationale et les membres du Sénat qui nous ont reçus. J'ai d'abord redit l'engagement total des Nations Unies pour poursuivre les efforts au bénéfice et en soutien à la population et en soutien à la République démocratique du Congo. Et dans ce temple de la démocratie qui est le Parlement de la République démocratique du Congo, nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs, nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'Est, d'où je reviens. J'étais accompagné par son Excellence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires, très concrète aussi. J'ai évoqué le centre de coordination entre FARDC et MONUSCO qui s'est mis en place, que nous avons visité. Nous avons parlé aussi de la prochaine échéance démocratique, la préparation des élections, les défis et le travail qui sont à faire et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Je crois qu'une mission sera déployée prochainement en République démocratique du Congo pour étudier un peu plus dans le détail de la manière dont nous pourrions répondre à ces demandes. Et je sais que parallèlement, évidemment, au Parlement, il y aura un travail, des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Et puis, leurs excellences, les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants. Évidemment, la dimension régionale et le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs, qui sera l'objet
du sommet de demain et les défis de long terme que sont la protection de l'environnement, la question des ressources naturelles. Enfin bref, un tour d'horizon très riche, mais qui a montré, je crois, la profondeur de notre coopération et notre détermination commune à continuer le travail, chacun dans nos mandats respectifs. L'arrivée de Jean-Pierre Lacroix en RDC est diversement commentée dans la classe politique congolaise. Pour René Bonganga, président du mouvement politique Les Bembistes, qualifie cette visite de trop, d'autant plus que la MONUSCO n'a rien apporté de grave au processus de paix dans la partie est du pays. 20 ans après, René Bonganga demande par ailleurs une évaluation sincère et sérieuse pour l'accord cadre d'Addis Abeba, censé aussi donner la paix dans la région de Grand Lac, 9 ans après. Ces propos ont été recueillis par Émile Mouyaya et Moron Djambé. Merci beaucoup de votre question, mais j'ai été toujours sceptique à la présence de la MONUSCO ici dans notre pays. Parce que vous savez tous, il y a beaucoup d'années qu'ils sont ici, mais on n'arrive pas à enregistrer des avancées significatives. Si je faisais partie des autorités de la place, j'allais demander quand même une évaluation. Depuis quand on a commencé avec eux et jusqu'à présent, quelles sont les avancées significatives. Mais à mon sens, c'est regrettable. Bon, il peut venir comme tout le monde, trop de fréquentation et tout ça, mais il n'y a rien qui avance dans ce sens-là. Je pense que nous enregistrons les avancées actuellement avec nos forces conjointes avec l'armée ougandaise. Là, je peux mettre un point de vue dans le sens positif. Mais avec la MONUSCO, je reste sceptique. Je sais que le Congo fait partie du pays des Grands Lacs et les Congos qui ont souffert il y a longtemps. 9 ans après, il n'y a pas les avancées jusque-là. Je pense que notre conflit implique beaucoup de pays voisins. Et jusque-là, on indexe beaucoup le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. La Tanzanie aussi. Mais ceux qui sont plus cités, c'est le Rwanda. Mais 9 ans après, je pense que c'est le statu quo. Je pense que, comme j'ai demandé l'évaluation pour le cas de la MONUSCO, pour les pays de Grands Lacs aussi, je suis dans la même direction, il faut une évaluation. Parce que on est là, on se réunit, on se raconte, on discute, mais il n'y a rien qui change sur le terrain. Là, ça demande quand même une réflexion, d'aller dans de nouvelles bases. Parce que... Ouais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les membres du gouvernement, de la centrale électorale, de l'Office national de l'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour harmoniser les vues au sujet de la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification des électeurs et des recensements de la population. Autre détail avec Nadine Tchotchigombo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni mardi 22 février 2022 le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national pour l'identification de la population ainsi que l'Institut national de la statistique. L'échange a tourné autour de l'harmonisation des informations afin que le gouvernement de la République puisse organiser les élections dans le délai légal, mais aussi sur l'accompagnement des partenaires pour le recensement de la population. Une réunion qui a permis, d'après le vice-premier ministre de l'Intérieur, de lever les obstacles sur le projet de mutualisation de ces deux opérations. La RDC doit organiser son 4e cycle électoral en 2023, mais au regard des retards déjà accumulés dans les préparatifs, plusieurs observateurs redoutent un glissement du calendrier électoral. Le gouvernement, tout comme la présidence de la République, rassure que les élections auront lieu l'année prochaine. Il s'est ouvert le mardi 21 février à la centrale électorale un atelier de formation des préposés au contrôle physique de son personnel et à l'inventaire des matériels. C'est le vice-président Didi Manara qui en a donné le go. Une fois de plus, Nadine Tchotchigombo nous en parle. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a au nom du président Denis Kadima empêché procéder à l'ouverture de l'atelier de formation des préposés au contrôle physique du personnel et à l'inventaire des matériels de la centrale électorale auxquels prennent part dans un premier temps 82 agents.
Accompagné du rapporteur adjoint Paul Moindo et du questeur adjoint Madame Sylvie Birembano, Didi Manara a exhorté les participants à se montrer assidus et à s'imprégner des tâches qu'ils seront appelés à accomplir. La centrale électorale est résolument engagée à organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire, en décembre 2023, la CENI est décidée d'organiser ces élections. Mais pour ce faire, il y a des activités importantes qui doivent être réalisées. Mais ici, il s'agit de la descente sur terrain. Ça sera une grande première de l'équipe Kadima. Donc vous serez nos premiers ambassadeurs sur terrain. Qui dit contrôle physique, c'est-à-dire il faut voir. Qui dit inventaire de matériel, il faut voir ce matériel. Et vous aurez des outils de collecte des données. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être le plus objectif possible. Insistant sur la rationalité, le deuxième vice-président de la CENI les a appelés à s'appliquer au devoir de neutralité et d'impartialité. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo a expliqué à l'assistance les contextes dans lesquels se tient cette formation. Chacun est appelé à être consciencieux, à bien faire son travail, à suivre surtout les orientations qui vont vous être données par les facilitateurs. Parce que nous attendons beaucoup, n'est-ce pas, du travail que vous allez mener. Sachez bien que les résultats là vont nous permettre de mieux évoluer dans le processus électoral. C'est déjà par là que le processus électoral est déjà lancé. Le même exercice nous permettra d'aborder d'autres activités grandioses qui vont être lancées incessamment. Ceux qui sont concernés par cette première phase vont se déployer dans la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Les directions concernées par cette session sont celles de la logistique et la direction administrative. Et puis la revanche du sol sur le sous-sol, cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est traduite en acte au centre de service national de Lovo dans le Congo central par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kabouik. Pour la saison A 2021-2022, les champs de maïs étalés sur des centaines d'hectares sont prêts à livrer leurs secrets. Il ne reste plus que la récolte. Jean-Pierre Kasongo Kabouik a décidé d'établir son état-major à Lovo jusqu'à la récolte du maïs cultivé par les bâtisseurs du service national, une production qui va ensuite être évacuée du centre de production vers les centres de consommation à Kinshasa et ailleurs. Suivez. La revanche du sol sur les sous-sols, cette vision imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est traduite en acte au centre du service national de Lovo, au Congo central, par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Pour la saison A 2021-2022, les champs de maïs étalés sur des centaines d'hectares sont prêts à livrer leurs secrets. Il ne reste que la récolte. Je suis en train de mettre en œuvre la vision de quelqu'un, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national, qui a une vision pour le service national. Il me dit, voilà ce que je veux. Voilà, je rêve d'un service national à la dimension de ce grand pays. Je veux ça, ça. Il me donne sa vision. Et moi, en tant que commandant de service national, j'ai maintenant cette obligation de transformer cela en réalité, de matérialiser. Et pour moi, ce qui me concerne en tant que militaire, c'est un ordre. Ce sont les instructions que je reçois du commandant suprême que je dois exécuter. Sur d'autres blocs, comme c'est le cas ici, les travaux de labour suivis du semis ont démarré pour la phase B de cette saison culturelle. Compte tenu du climat qu'il y a dans cette zone, nous avons la possibilité de faire sur une année 2 fois la culture de maïs. La saison A est celle qui est comprise entre la période, disons au mois de septembre jusqu'au mois passé. Nous commençons encore le semis au mois de février pour récolter encore une fois de plus au mois de mai. C'est là qu'on dit saison B. Jean-Pierre Kasongo Kabouik a décidé d'établir son quartier général à Lovo jusqu'à la fin de la récolte de maïs.
Autre chose, le vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, Mai-Ndombe, Jean-Pierre Lokonga, lors de son séjour dans les provinces de Mai-Ndombe et Kwilu, sensibilisait la population sur la vision et l'idéologie du mouvement de libération du Congo et au nom du projet de développement du système de santé PDSS fait le don des médicaments et autres équipements médicaux respectivement à l'hôpital d'Inongo, Bokoro et autres. Retour en images dans ce reportage signé Maxime Makabou et Pauline Boyo. C'est dans le cadre du projet de développement du système de santé que le docteur Jean-Pierre Lokonga a séjourné près de 2 semaines dans les provinces de Mai-Ndombe et Kwilu. Tout d'abord, en sa qualité de vice-président fédéral du MLC Mai-Ndombe, le docteur Jean-Pierre Lokonga a été accueilli chaleureusement par de nombreux militantes et militants du MLC à Inongo et à Bokoro dans la province de Mai-Ndombe. Sur place, Cédine, fils du terroir, a sensibilisé la population sur l'idéologie politique prônée par son leader Jean-Pierre Bemba Gombo, basée sur le développement, le bien-être social ainsi que la promotion de la démocratie. Ces derniers les a exhortés à l'unité et à la concorde. Juste après cet échange avec le militant, le docteur Jean-Pierre Lokonga a tenu une réunion stratégique avec le chef des secteurs, les représentants du territoire et le membre du comité MLC Bokoro, ici au centre d'accueil Saint-Pierre, c'est là en prévision de prochaines échéances électorales. Ainsi comme facilitateur du projet de développement du système de santé, le docteur Jean-Pierre Lokonga a fait au nom du PDSS des dons de médicaments, respirateurs mobiles pour ambulance, lits de réanimation et tant d'autres équipements médicaux à l'hôpital général d'Inongo et celui de Bokoro, c'est là à la grande satisfaction de la population. Ces équipements sont officiellement remis à l'hôpital. Ça devient donc une propriété de l'hôpital. C'est pour cela que je vais amener la copie scannée du document, puisque dans mon ordinateur, j'ai tout le répertoire. Nous avons doté 16 hôpitaux de Kinshasa avec le même matériel et 42 hôpitaux dans l'ensemble du pays. Et donc Bokoro est parmi les 42 hôpitaux élus de ce pays qui reçoit ce matériel. Le même geste a été posé par le docteur Jean-Pierre Lokonga à l'hôpital général de Bandundu dans la province du Kwilu. Comme on les voit, la situation de la population des provinces de Mai-Ndombe et du Kwilu préoccupe au plus haut point la direction du projet de développement du système de santé. Tout à fait autre chose, la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central invite le gouvernement à annuler le contrat des Sopeco pour le péage de la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. La gestion de Sopeco, indique Joseph Mabanga, porte-parole de cette cohésion, a été catastrophique, comme l'avait d'ailleurs épinglé l'IGF. Joseph Mabanga a été joint au téléphone par Gisèle Etoukou. Nous exigeons que ce contrat soit pur et simple annulé parce qu'on ne peut pas reconduire quelqu'un qui a fait les abus de gestion des biens publics. Et nous exigeons à ce que l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvouemba, puisse prendre ses responsabilités pour saisir le Conseil d'État pour que ce soit annulé. Faute de le faire, il sera considéré comme complice de la prédation de 8 millions de dollars que produit le péage. Matadi Kinshasa, plus 500 000 dollars de surpoids du pont balance, ce qui fait des ponts de pesage, ce qui fait 8 500 000 dollars chaque mois. Faute de quoi, la cohésion provinciale prendra ses responsabilités comme il l'a fait sous la mégestion de Atou qui par elle a été mis hors état de nuit et aux députés nationaux de faire la même gymnastique séparément. Faute de le faire, nous comprendons que les soi-disant représentants sont des complices de la misère et du détournement des deniers publics de notre province.
provinces en particulier. Et que la même chose soit faite par les assemblées respectives du Katanga et des autres provinces où M. Simon se fait des millions. La cohésion provinciale des notables ici, de 366 groupements du Congo central, a appris avec indignation le propos mensonger du conseiller du ministre national des infrastructures au sujet de la reconduction illégale, unilatérale du contrat léonais avec le sujet chinois M. Simon à travers sa Sopeco pour la perception des péages sur la nationale numéro 1 Matadi Kinshasa. Nous rappelons que M. Simon n'a jamais préfinancé quoi que ce soit. Il a trouvé les péages existants créés par M. le gouverneur Tsatse Dintouma, ravi par le gouvernement central unilatéralement. Et les travaux de réfection de maintien de la route effectués M. Sopeco, M. Simon sont mal faits, ça ne respecte pas les normes et pire encore, M. Simon a été accablé par le rapport de l'IGF qui prouve qu'il a délapidé plusieurs centaines de millions de dollars et pourquoi pas arriver aux milliards de dollars. Élection des gouverneurs, les députés nationaux personnalités de la Grande Mosaïque, PPRD et alliés, membres de l'Union sacrée, disent contester la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Union sacrée. Ils sollicitent l'implication du chef de l'État. Suivez. Pour les députés nationaux de la Grande Mosaïque PPRD alliés, la liste de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Union sacrée ne tient pas compte de la configuration politique actuelle au sein de la majorité parlementaire de l'Union sacrée. Ainsi, rejette-t-il cette liste qualifiant cette pratique des dangereuses, constituant une menace à la stabilité et la cohésion de l'Union sacrée, telle que voulue par son initiateur. Dans cet élan, ces députés nationaux de la Grande Mosaïque PPRD alliés sollicitent l'implication de Félix Tshisekedi comme initiateur pour arbitrage afin de maintenir l'unité et l'harmonie de l'union sacrée de la nation. Poursuivi il y a peu par la justice congolaise, Matata Ponyo, Premier ministre honoraire de la RDC, crie la privatisation de ses droits en termes de mobilité à travers le pays, y compris le manque de l'exercice de ses droits parlementaires. Maître Patrick Tunda demande à l'ancien Premier ministre de se calmer et de se considérer toujours comme prévenu jusqu'à ce que son dossier sera vidé. Ces propos ont été recueillis par Émile Mouyaya et Moron Djambé. Réagissant à la lettre adressée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo, relative à la privation de ses droits parlementaires ainsi que son libre mouvement, Maître Patrick Tunda demande à l'ancien Premier ministre de la RDC de prendre son mal en patience et de se considérer toujours comme prévenu. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Je pense que le prévenu Matata Ponyo doit avoir ses apaisements. Il doit être calme, c'est un prévenu. Je pense que ses droits ne sont pas bafoués. Il a été déféré devant la justice, aussi devant son juge, devant la Cour constitutionnelle, quand bien même que quant à la saisine de la Cour constitutionnelle, la Cour s'était déclarée incompétente pour le juger, mais je crois que le dossier a été renvoyé au niveau du parquet général près de la Cour constitutionnelle. Celui-ci va saisir à nouveau la Cour de cassation pour que ces derniers prévenus Matata Ponyo soit jugé, et je pense qu'il sera condamné puisqu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Le dossier a été sérieusement et suffisamment instruit et il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur le prévenu Matata Ponyo. Qu'il puisse garder son calme, bientôt il sera jugé et condamné. Je pense qu'il n'est pas juriste, c'est un économiste. Il ne peut pas aller dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Monsieur Matata Ponyo doit avoir ses apaisements, il a commis des infractions, il sera jugé et je pense qu'il sera condamné puisque les faits pour lesquels il est poursuivi sont tellement graves. C'est gravissime. Et je crois qu'il est temps
qu'il soit jugé. S'il pense qu'il ne sera pas jugé, raison pour laquelle il est en train d'évoquer tout ce qu'il évoque là, il sera jugé et condamné. La Cour de cassation est compétente pour juger M. Matata Ponyo par rapport aux infractions par lui commises. Didier Kabila Litenge, président de la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et secourisme, FECOSAS, qui vient de séjourner en Égypte où il a pris part aux assises africaines sur la prévention des noyades et le sauvetage aquatique organisées dans la ville d'Alexandrie par la Confédération africaine de sauvetage. Le compte rendu avec Jean-Romance Mokolo. Accompagné des deux athlètes, le président de la Fédération congolaise des sauvetages aquatiques et des secourismes, Didier Ekabela Litenge, vient de participer activement à la 2e conférence africaine de la prévention des noyades et le 2e championnat africain de sauvetage sportif en plage de mer organisé à Alexandrie, en Égypte, du 16 au 20 février 2022. Il faut noter que c'est pour la première fois que la RDC participe à ces assises africaines. C'est là en se classant en ordre utile pendant les compétitions et en se qualifiant pour la prochaine Coupe du Monde des sauvetages qui va se dérouler en septembre 2022 en Italie. Grâce au contact du président de la FECOSAS, Didier Kabila, la RDC a pu arracher du CG de l'International Life Saving et de la Confédération africaine des sauvetages l'organisation dans les prochains jours à Kinshasa d'une session de formation des hauts niveaux des sauveteurs, instructeurs, entraîneurs et des arbitres. Cette formation va permettre à la RDC d'élaborer un plan national de prévention de noyades, de sauvetage aquatique et de sécurité aquatique, ainsi que du secourisme dans le sens de la protection civile, a indiqué Didier Ekabela Litenge. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui je participe pour la première fois à la conférence africaine sur la prévention de la noyade, avec la sororité de l'ILS, représentée par le secrétaire général, le docteur Arad, et dirigé de maître par le président de la Confédération africaine de sauvetage. Le RDC va développer son plan national de sauvetage. Cela avec l'aide de l'ILS. Nous sommes très contents parce que d'ici là, une équipe sera déployée, conduite par le secrétaire général pour la formation à sauvetage et le reste du programme de sécurisme. D'ici là, le pays sera doté de plans de sauvetage. Il faut rappeler que la FECOSAS que dirige Didier Ekabela est une fédération sportive et humanitaire reconnue par le ministère des Sports et Loisirs ainsi que le Comité olympique congolais. Un accident de circulation s'est produit le mardi 22 février 2022 aux alentours de 22 h à la première rue Limité. Une voiture Toyota de marque bleue a percuté dans son passage un détraqué mental et en voulant tenter de s'enfuir, il va encore percuter un motocycliste avec son client, ce qui donne un bilan de 3 morts sur place. En revanche, la population en complicité avec des motocyclistes ont incendié le dit véhicule. Reportage. C'est vers 22 h du 7 que cet accident s'est produit à la première illuminée sur le boulevard Lumumba lorsqu'une voiture de marque Toyota de couleur bleue en direction de la 7e rue renverse un homme détraqué mental sur le marche-piéton. Pris par la panique, le conducteur va tenter de s'enfuir en prenant le sens inverse. Malheureusement, il va de l'autre côté du boulevard tamponner encore des motos, dont une avec son client, ce qui fait 4 morts, parmi lesquels 3 sont morts sur le champ et un autre après évacuation dans un hôpital du coin. Furieuse par cet incident malheureux, la population a incendié le véhicule et le conducteur en état d'ivresse s'est réfugié dans un sous-siat à la 2e rue Lumété résidentielle.
Un autre accident de circulation a eu lieu en Ituri ce mercredi 23 février 2022 sur la nationale numéro 27 au village Solenyama dans le territoire d'Irumu à une dizaine de kilomètres de Bunia. En effet, un camion MAN en provenance de Mongwalu à destination de Bunia avec des passagers à bord s'est renversé faisant 10 morts et plusieurs blessés parmi lesquels des déplacés fuyant les attaques des miliciens Codeco. C'est pratiquement la fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.